Bonjour à tous. Donc déjà, on est très content d'être là, d'avoir été invité par le CREPSI, qu'on remercie beaucoup pour parler de cette thématique, dont déterminant du handicap psychique. Donc on va se permettre au départ de partir de la notion de handicap, de où ça vient. Bon, pas trop de théorie, hein, on vous rassure. On parlera également des déterminants, forcément vu que c'est la thématique du jour, des cibles de soins, et sachez qu'à la fin, il y a à peu près un quart d'heure qui est réservé aux questions. Donc s'il y a des choses que vous souhaitez aborder avec nous à la fin, on pourra échanger avec grand plaisir. Donc qui sommes-nous? Donc en fait c'est bien nous, hein. Il n'y a pas de filtre du tout sur cette photo. Je suis Sylvain Ponzel, je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie et en thérapie émotionnelle, cognitive et comportementale au centre MGEN de Lille. Donc pour des soins de réhabilitation psychosociale en consultation ambulatoire et en hôpital de jour. Et moi, du coup, je suis Émilie Musset, et je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. Je travaille au CHU de Lille, donc dans le service de psychiatrie adulte du professeur Veva, en intra-hospitalier, et aussi en ambulatoire, où j'ai des missions de CMP, et aussi dans l'unité de réhabilitation psychosociale. Par rapport au contexte, on voulait préciser que la neuropsychologie, donc c'est une discipline qui est assez récente et qui est arrivée en fait en psychiatrie aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on se permet de préciser par rapport à une instruction qui date de 2019, qui a été élaborée par la Direction générale de l'organisation des soins, qui a permis en fait la création de postes, donc soit psychiatre, infirmier, médiateur de santé pair et psychologue spécialisé en neuropsychologie pour la diffusion de ces soins-là. Donc on parle beaucoup de ça. Donc il y a plusieurs centres de support aujourd'hui, donc 3 centres de support aujourd'hui dans la région des Hauts-de-France. Donc le CSN2R, donc qui représente le CHU de Lille et la MGEN, qui se sont mariés il y a à peu près 2 ans, si je ne me trompe pas. Il y a également le centre de support du GHT, qui représente donc plusieurs EPSM de la métropole et l'agglomération lilloise. Et également donc, le centre Chrysalide de Clermont-Loise, qui représente la partie sud des Hauts-de-France. Et aujourd'hui, ça représente un peu plus d'une vingtaine de centres de proximité, en fait, sur toute la région. Donc, il montre un peu le déploiement de cette approche de réhabilitation psychosociale et des soins associés. Donc, on vous parle beaucoup de neuropsychologie. J'imagine que la plupart sont peut-être sensibilisés à cette notion, mais on s'en permet de redéfinir ce que c'est. Donc, c'est une discipline de la psychologie qui tente de faire un lien entre une zone cérébrale et des comportements observables dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, il y a une zone de la mémoire. Si par exemple elle est touchée, on peut s'attendre à ce que la personne oublie et que ça impacte sa vie quotidienne. Et ce qui est important au niveau de la neuropsychologie, donc c'est une approche centrée sur la personne et qui est intégrative. Donc elle s'intéresse naturellement aux aspects cognitifs, mais également relationnels, motivationnels et psycho-affectifs. Alors, avant de démarrer, enfin, quand on nous a proposé d'intervenir aujourd'hui, on s'est tout simplement déjà reposé la question qu'est-ce que le handicap psychique, pour avoir un peu un cadre d'intervention. Alors, au début, on s'est dit on va faire un brainstorming dans la salle. En fait, on n'avait pas trop conscience que vous alliez être 250. Donc, on a rétro-pédalé et on s'est limité à un sondage autour de nous. Avec des gens, autant des gens qui travaillaient dans le milieu du handicap psychique et des gens qui en étaient très éloignés. Et du coup, on a obtenu ce nuage de mots. Alors, je pense que vous connaissez un peu le principe. Plus le mot est écrit en gros, plus il a été utilisé en fait par les personnes sondées. Donc on va de choses très peu rapportées, mais quand même présentes, de problèmes au cerveau. On voit aussi des notions en lien avec le retard mental, les difficultés à penser, des choses en lien avec les diagnostics, la schizophrénie, enfin une personne schizophrène. C'est dans la société en général. Et puis, ce qui revient quand même beaucoup, c'est les notions de invisible et d'isolement, sur lesquelles finalement on reviendra un petit peu plus tard. Donc ça a été notre constat de départ. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire quand même un petit temps où on reprend les notions globales autour du handicap psychique. Donc on va enchaîner avec des définitions un peu plus carrées. On parle de handicap psychique aujourd'hui. Ça nous a semblé important de définir c'est quoi le handicap. Donc d'après la loi de 2005,
Donc constitue, enfin je vois pas du tout comme ça, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives et psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc c'est la définition de départ sur laquelle on s'est basé. Donc rapidement, sans rentrer dans le détail, on voulait parler de cette classification internationale du handicap qui a été établie par Wood, qui prend plus en exemple les déficits plutôt moteurs, parce qu'au départ, quand on parle de handicap, c'est quelque chose qui se voit au départ. Donc vraiment sans aller trop dans le détail, donc le point de départ, ce serait ce qu'on appelle une déficience, une infirmité. Donc c'est ce qui se passe au niveau purement organique, au niveau du corps. Donc une lésion, une fracture. Donc là, par exemple, on a pris fracture du fémur. Cette déficience amènerait une incapacité. Donc ce serait la conséquence de la déficience sur le fonctionnement de la personne en termes de limitation ou de restriction d'activité. Donc là, en l'occurrence, dans le cas de la fracture du fémur, ce serait des difficultés du coup, pour marcher et se rendre à une activité. Et cette incapacité entraînerait, elle, un désavantage ou handicap qui serait notamment, par exemple, l'isolement social. Si la personne ne peut plus se rendre aux activités où elle voit des personnes, ça pourrait être la conséquence. Et que finalement, ici, le désavantage, ce serait un écart entre cette incapacité que la personne a développée et les ressources personnelles, matérielles et sociales de cette personne-là. Et on souhaitait préciser quelque chose d'important. En fait, plusieurs auteurs estiment que le handicap, finalement, de manière isolée, n'existe pas, mais qu'il existe aux yeux de la société, que ce serait plutôt du coup une situation de handicap plutôt qu'un handicap. On trouvait que c'était intéressant d'insister là-dessus, et que ça résulte finalement pas de l'incapacité qu'on a pu décrire là, mais des attitudes d'autrui, premièrement, et des conditions en fait offertes par l'environnement, qui fait qu'il parfois, quand il ne s'est pas finalement adapté, ce qui va empêcher la personne d'exploiter ses capacités et ses compétences pour compenser cette situation de handicap. Donc rapidement aussi, on est reparti aussi du modèle biopsychosocial. Donc la santé optimale, c'est quoi? Donc entre trois grandes dimensions, l'aspect biologique, l'aspect psychologique, qu'on va évoquer aujourd'hui, et aussi l'aspect social, notamment tout ce qui va être soutien social avec la présence des familles, l'entourage, etc. Et du coup, on a vu du coup dans le nuage de mots tout à l'heure la notion de invisible qui ressortait quand même beaucoup. Et finalement, nous, on se disait en préparant cette intervention avec Sylvain que en neuropsychologie, on travaille beaucoup au contact du handicap invisible. On a dans notre parcours tous les deux une expérience plutôt en neurologie avec des personnes qui vivaient avec des lésions cérébrales. Et là, en psychiatrie, c'est également le cas. Ce sont des handicaps qui sont tous les deux finalement invisibles. Alors le handicap invisible, c'est quoi? Il est par son nom indétectable, il ne se voit pas à l'œil nu. Il est du coup complexe puisqu'il recouvre plusieurs axes psychiques. Il peut être aussi cognitif, il peut être sensoriel. Et ce qui ressort souvent, c'est qu'il suscite l'incompréhension. Vu qu'il n'est pas visible, il suscite une certaine incompréhension et il y a des raccourcis qui peuvent être faits en disant bon, c'est son trait de caractère, de toute façon il est comme ça. On met vraiment de côté la possibilité que la personne vit avec un trouble qui a des conséquences sur sa façon d'être ou de réagir, et ça génère éventuellement de la stigmatisation également. Il est difficile à faire reconnaître et à prendre en compte du coup dans l'insertion, ce qui peut générer l'isolement qu'on évoquait aussi sur le nuage de mots. Et alors que finalement, on voit que au moins, si on prend 100% de la population qui vit avec un handicap, on a finalement que 20% des personnes qui vivent avec un handicap qui sont des personnes à mobilité réduite. Sinon, les 80% restants sont des personnes concernées par un handicap qui est invisible, qui peut être donc psychique, cognitif ou dû à un trouble auditif, par exemple. Mais donc c'est une grosse part des situations de handicap, le handicap invisible, et il nécessite de sensibiliser au plus possible.
Le handicap psychique, c'est quoi? Alors plutôt, quels sont les vecteurs de handicap psychique? On a du coup noté ici un peu les principaux troubles psychiques qui peuvent être vecteurs de handicap. On note par exemple les troubles de l'humeur, les troubles du spectre de la schizophrénie, qui sont ceux qu'on peut être amené à accompagner, nous, dans le champ sanitaire le plus fréquemment. Les troubles anxieux également, des troubles liés à l'usage ou des troubles à l'usage d'une substance ou des troubles addictifs. Et alors, ce qu'on a aussi remarqué dans les représentations qui ressortaient dans le nuage de mots et qu'on voulait repréciser ici, c'est que finalement, le handicap psychique n'est pas la conséquence d'une déficience intellectuelle. Finalement, ça forme un type de handicap différent, puisqu'en fait, le trouble psychique va impacter le fonctionnement intellectuel, mais pas de manière stable dans le temps. Ça peut être que partiel, ça peut être évolutif, et ça peut être régressif. Alors que dans le handicap mental, on est sur des limitations intellectuelles qui sont stables dans le temps, et donc qui n'évoluent pas. On va voir justement un petit peu après qu'est-ce qui va venir impacter le fonctionnement intellectuel dans le handicap psychique et comment on peut l'accompagner. Un exemple, je reprends ici le modèle que Sylvain évoquait tout à l'heure de Wood, avec la déficience initiale qui va entraîner une limitation et donc une restriction de la participation. On a pris l'exemple du trouble schizophrénique. Alors c'est un exemple dans le trouble schizophrénique, mais la déficience initiale, ce serait un dysfonctionnement du lobe frontal, donc la partie qui est vraiment antérieure du cerveau, derrière votre front. Et un dysfonctionnement de ce lobe frontal peut entraîner des difficultés d'adaptation et notamment des difficultés à gérer les interférences, donc à gérer le bruit qu'il y a autour de nous, quelqu'un qui tousse alors qu'on est en train d'essayer de réfléchir à quelque chose. Donc on sait que dans la schizophrénie, la résistance à l'interférence est moins efficace, ce qui peut entraîner comme limitation des difficultés à se concentrer quand on est en réunion ou des difficultés tout simplement à travailler en open space. On est forcément distrait par le téléphone de la collègue derrière ou la réunion qui se passe à 2 bureaux d'ici et avec des éclats de voix. Donc ça limite complètement la participation, ce qui va entraîner un empêchement professionnel pour des personnes qui sont formées sur des métiers qui doivent pousser à travailler en open space. Ça peut empêcher de s'intégrer dans la vie professionnelle, à moins après de trouver des adaptations qui peuvent permettre de limiter les répercussions finalement de cette difficulté à gérer les interférences. Ce qui détermine le handicap psychique, parce que c'est quand même la thématique, on y arrive enfin. Donc pour répondre à cette question, on s'est basé sur un rapport de preuve en fait en santé mentale qui a été réalisé par une grande équipe qui a été lancée par Marie-Christine Hardy-Bailey en 2015, donc qui s'appuie également sur l'exemple de la schizophrénie. Donc c'est un rapport en fait qui a été établi en vue d'améliorer le parcours de soins et de vie des personnes présentant un handicap psychique. Donc là, dans l'exemple de la schizophrénie. Donc nous, en fait, on a tenté de l'illustrer sous forme de camembert pour que ce soit un peu plus visible. Donc, comme vous pouvez remarquer, en fait, les symptômes en fait, positifs ne sont pas représentés. Ils ne sont pas considérés comme déterminants du handicap, donc qui va amener des répercussions dans la vie de tous les jours, comme les hallucinations ou par exemple les idées délirantes. Là, ce qui ressort le plus, en fait, en termes de déterminants, ça va être ce qu'on appelle les facteurs subjectifs, donc on va développer après, et également les troubles neurocognitifs, donc les troubles des cognitions froides également, qu'on appelle comme ça, tout ce qui va être mémoire, concentration, etc., qu'on va prendre le temps de développer aujourd'hui. Donc les fonctions cognitives, qu'est-ce que c'est ? Donc il y a 2 grands domaines. On va d'abord parler des cognitions froides. Donc c'est toutes les cognitions qui sont propres à nous-mêmes, à notre fonctionnement, qui ne sont pas directement liées à l'autre. Vous avez par exemple tout ce qui va être le ralentissement, les troubles de l'attention, les troubles de mémoire. Donc la mémoire, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est quand même un sujet qu'on peut entendre dans les médias, etc. Mais la mémoire, c'est assez complexe, il y a plusieurs dimensions de mémoire, et aussi les troubles des fonctions exécutives. Donc pour vous en parler, en fait, on s'est basé sur des données en fait, qu'on a recueillies en entretien avec les personnes qu'on accompagne dans ce cadre-là. Donc, les troubles de l'attention, les troubles de la concentration, pour vulgariser un peu. Donc plusieurs types
d'éléments qu'on a repérés en consultation. Donc c'est des personnes qui, par exemple, vont nous rapporter: j'ai remarqué que j'étais plus lent pour réfléchir, réagir et analyser. Ça, c'est une plainte qu'on remarque souvent. Je n'arrive plus à me concentrer pour lire ou poursuivre une conversation. Je pense que c'est une plainte très récurrente de la part des usagers qu'on peut rencontrer dans le cadre des consultations en neuropsychologie. Mon attention fait des montagnes russes. Je décroche rapidement. Et un dernier exemple, je suis devenu distrait. Le bruit m'empêche de me concentrer. Donc, comme on illustrait tout à l'heure Émilie avec l'exemple du handicap, les personnes qui sont dans des espaces où il y a beaucoup de stimulation et d'interférences. En ce qui concerne la mémoire à long terme, donc quelques exemples qu'on a pu recueillir également en consultation. J'ai du mal à retenir ce que j'ai fait la veille. D'où le long terme. On est vraiment sur la notion d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Je me suis rendu compte que je ne retenais pas les événements à venir comme mes rendez-vous. Donc on est plus sur la mémoire du futur, retenir les événements qui vont avoir lieu plus tard. Ou tout simplement ma faculté d'apprendre à diminuer. Donc les personnes qui fonctionnent bien en termes de mémoire, mais qui sentent qu'en termes de quantitatif, il y a quelque chose qui a changé. Sur l'autre versant de la mémoire, donc plus sur le court terme, donc là on est plus dans l'ordre de la seconde, 2-3 secondes. C'est pour ça qu'on parle de mémoire immédiate souvent, mémoire de l'instant présent. Par exemple, de ce qu'on a pu recueillir en consultation, je n'arrive plus à suivre une conversation, je fais sans cesse répéter. Je suis obligé de tout noter, sinon je zappe. On sait que le fait de noter, c'est quelque chose qui peut être assez commun à la plupart d'entre nous. Et pour des personnes qui notaient presque pas, le fait de noter beaucoup, ça va constituer une différence et donc une difficulté. Et la notion de saturation qui revient souvent. Je sature rapidement, notamment quand je suis en formation ou en cours, quand il y a vraiment une accumulation d'informations qui arrivent sur une période assez courte. Et pour terminer, au niveau des cognitions froides, donc les fonctions exécutives, donc pour vulgariser un petit peu, donc c'est les fonctions les plus complexes en fait au niveau du cerveau, des fonctions d'adaptation finalement à la nouveauté, à l'imprévu, aux changements qui peuvent survenir dans le quotidien de chacun, et aussi des fonctions qui vont nous permettre d'atteindre un but, d'atteindre un objectif ou un projet, notamment quand ça demande plusieurs étapes complexes pour l'atteindre. Qu'est-ce qu'on a pu recueillir en consultation? Je suis obligé de ritualiser mes journées, sinon je suis perdu. Le fait qu'il y ait des changements parfois réguliers chez certaines personnes, ça va constituer une difficulté. Je suis sans cesse débordé. Planifier, organiser, c'est devenu une véritable épreuve. Donc, il y a, au sein d'une journée, au sein d'une même semaine, quand il y a une accumulation de choses à penser, à prévoir, ça peut amener cette sensation du coup d'être débordé, d'après ce qu'on a pu nous dire. Et en ce qui concerne aussi la notion de prise de décision et de résolution de problèmes. J'ai des difficultés à prendre une décision où je suis bloqué finalement face à une problématique. Du coup, voilà pour les cognitions dites froides. Je te laisse enchaîner sur les cognitions sociales. Donc, sociales ou chaudes, si on veut les comparer aux cognitions froides, qui là, du coup, impliquent l'autre personne. Elles vont s'illustrer dans le cadre des interactions sociales. Vous avez par exemple la perception des émotions faciales sur les visages, la théorie de l'esprit, j'en parlerai un peu après, les biais d'attribution causale et également les connaissances sociales ou les codes sociaux. En ce qui concerne donc les difficultés de reconnaissance des émotions, donc, comme le dit le terme de cette fonction, j'ai des difficultés à reconnaître les émotions sur les visages, donc des personnes qui vont décrire complètement donc, des difficultés en termes de traits de visage pour extraire en fait, l'émotion qui est exprimée par la personne, ou alors des personnes qui vont avoir des difficultés à tolérer quand les personnes expriment de manière très peu intense. Donc ça va renvoyer beaucoup de neutralité et parfois du coup de l'inconfort aussi pour décrypter ce qui se passe et s'adapter à l'autre dans la situation. J'ai des difficultés à reconnaître quand quelqu'un a honte, donc ça peut également s'établir sur des sentiments aussi.
et des difficultés à percevoir qu'une personne aussi est contente. Donc vraiment rallié toujours à cette notion de reconnaissance des émotions faciales. Et du coup, ça peut être aussi une tendance à constater une expression spécifique. Par exemple, des gens qui vont avoir tendance à tout relier à la colère. Je croise mon voisin, il est tout le temps en colère. En fait, non, il y a des petits ajustements que la personne ne perçoit pas dans la globalité. Donc ça peut être une surreprésentation ou une sous-représentation d'une émotion. Et de théorie de l'esprit, donc un terme, je ne sais pas que vous avez déjà entendu ça, donc c'est faire une théorie sur l'esprit de l'autre personne qui est avec vous. Donc c'est finalement avoir conscience que l'autre personne n'a pas forcément les mêmes états mentaux que vous, donc les mêmes connaissances, les mêmes pensées, les mêmes croyances, les mêmes intentions ou les mêmes émotions. Donc il demande finalement de s'adapter en prenant en compte que l'autre personne n'a pas finalement les mêmes informations que vous à un moment donné. Donc ça peut se traduire comme j'ai du mal à comprendre le second degré, par exemple dans une blague. J'ai souvent la sensation de malentendu dans mes relations sociales, donc c'est pas évident de décrire finalement qu'est-ce qui se passe concrètement, mais une sensation d'inconfort, de malentendu dans la relation sociale et d'incompréhension de peut-être ce qui a été transmis par l'autre personne. Et des difficultés à rassurer une personne qui serait inquiète également. Et pour reprendre un peu la notion de se dire qu'on n'a pas les mêmes informations, un exemple simple, c'est parfois des personnes qui vont nous parler en fait d'autres personnes qui connaissent, donc en parlant du prénom, sans jamais nous dire de qui il s'agit. Donc ça, c'est un exemple de théorie de l'esprit. La personne ne se dit pas que l'interlocuteur ne connaît pas la personne et qu'elle doit préciser qui c'est pour que la personne puisse s'adapter, pour illustrer encore la théorie de l'esprit. Les biais d'attribution causale, ce sont donc un type de biais cognitif. Donc finalement, c'est comment je vais expliquer les événements qui m'arrivent, donc qu'ils soient négatifs ou positifs. Ce qui peut se traduire, comme on l'a pu remarquer en consultation, j'ai tendance à penser que des gens font des choses exprès pour me nuire. Donc là, en l'occurrence, une attribution plutôt externe. Les situations plutôt négatives sont attribuées à l'autre personne, parfois de manière exclusive et rigide, selon certaines personnes. J'ai tendance à penser que mes proches m'ignorent ou m'évitent volontairement. Ou, justement, quand ils disent « mon entourage me dit que » ou « les professionnels qui m'accompagnent me disent que », on me dit souvent que je me fais des fausses idées sur les autres. Donc les personnes peuvent nous rapporter ça, parfois lors des consultations. Et finalement, donc, la dernière dimension qu'on retrouve un peu moins dans certains contextes de handicap psychique, ça va vraiment dépendre certains profils, les connaissances sociales et les codes sociaux. Donc finalement, toutes les connaissances auxquelles on a été confronté depuis qu'on est né, sur la société, sur ce qui se dit ou pas, sur ce qui est poli ou pas. Donc, par exemple, j'ai des difficultés à évaluer si quelque chose est poli ou mal poli. Je manque de tact avec les autres, je peux blesser sans le vouloir en donnant mon opinion. Et on me dit parfois que je suis familier avec les gens, par exemple. Du coup, je vais poursuivre avec ce qu'on évoquait sur le schéma, les facteurs subjectifs. Donc, on a repris ici, qu'on va détailler juste après. Donc, la motivation, l'insight, la métacognition et l'internalisation de la stigmatisation représentent toute la part du camembert qu'on a vu tout à l'heure, qui était désigné sous le nom de facteurs subjectifs. Donc, on va démarrer par la métacognition, qui est, la position méta finalement, donc c'est arriver à se mettre en position méta et à s'observer en train de penser, s'observer en train de faire une organisation, de faire une chose particulière, et du coup à ajuster les stratégies à partir de ces expériences. Donc en fait, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie beaucoup en neuropsychologie. Alors, on a mis quelques exemples. Et là, pour le coup, ce n'est pas forcément des exemples pris dans nos consultations. Celui-ci, il est personnel. Je sais que pour ne rien oublier en course, il vaut mieux que je note la liste dans mon téléphone.
Expérience, je l'ai noté sur un papier 15 fois, mais à chaque fois j'oublie le papier à la maison, donc je me suis observé oublier ce papier, et du coup je me dis comment je peux faire pour être sûre que quand je vais aller aux courses, j'aurai ma liste avec moi. Je la mets sur mon téléphone, parce que ça, je suis sûre que j'aurai mon téléphone avec moi pendant mes courses. Donc voilà, ça c'est un exemple quotidien d'ajustement après observation de soi-même. J'ai remarqué que lorsque je note mes rendez-vous dans l'agenda, il y a moins d'oubli. Donc c'est prendre un peu de recul et se dire qu'est-ce qui a fait que ces derniers temps j'ai moins manqué mes rendez-vous. C'est peut-être parce que je les ai notés dans l'agenda, c'est la chose que j'ai mise en place et ça fonctionne ou pas. Et dans ces cas-là, on ajuste. Et puis, le dernier exemple, j'ai bien vu qu'il était compliqué pour moi de m'ajuster dans les conversations. Il y a tout le temps des malentendus. Donc ça, c'est un exemple de plainte d'une personne qui avait des difficultés en cognition sociale, comme Sylvain l'évoquait tout à l'heure. Et en fait, rien que le fait de pouvoir se plaindre de ça, amener cette situation en consultation avec le psychologue spécialisé en neuropsychologie, c'est qu'on a été chercher dans notre métacognition. On a sollicité en tout cas notre métacognition pour permettre d'avoir une vision de soi-même et de son fonctionnement et de pouvoir aller le rapporter à la personne qui va pouvoir m'accompagner sur cette thématique. Deuxième facteur subjectif qu'on évoque, c'est la motivation. Alors c'est pareil, c'est un terme qui est beaucoup passé dans le langage courant, la motivation. Il n'est pas motivé, on entend ça tout le temps. Là, c'est les adolescents, bref. Mais finalement, on a repris la définition complète qui est bien, c'est à la fois avoir envie d'entreprendre une action, s'en sentir capable et être prêt à le faire. Donc c'est un processus finalement la motivation. C'est pas juste ouais j'ai envie de. C'est vraiment un processus. D'ailleurs on a mis les stades du changement qu'on voit parfois, ce modèle transthéorique qui peut être utilisé dans les troubles addictifs, mais finalement aussi dans le quotidien pour toute situation qui va demander de la motivation. En formation pour le CREPSI, souvent on reprend l'exemple de l'inscription à la salle de sport. Ça concerne tout le monde pour le coup, où on se dit ouais c'est vrai il faudrait que je m'inscrive à la salle de sport, mais bon pour l'instant j'ai pas le temps. Et finalement, c'est à force de se questionner, qu'on peut aller évoluer dans les stades du changement et passer de pré-contemplation à je prends la décision, je change, j'ai vraiment l'intention de changer, je mets en place des choses qui vont me permettre de changer. Mais comme on le voit dans la définition, si on ne s'en sent pas capable, pour le coup, ça va être un frein qu'il va falloir aussi accompagner derrière. Troisième facteur subjectif, l'insight. Alors je reprends les mots du docteur Jaffari que j'avais eu en formation il y a quelques mois, qui était un dilemme scientifique. En fait, en psychiatrie, l'insight, il est difficile à traduire, ce qui fait qu'on peut mettre sous le couvert de l'insight beaucoup d'éléments. Là, on s'est mis d'accord un petit peu pour dire qu'on va utiliser les notions de conscience de soi et du coup de la conscience du trouble. Et donc l'insight qui met en jeu les capacités d'introspection et qui peuvent aller de je sais repérer l'effet de mon traitement par exemple, que ce soit les effets positifs de mon traitement, comment je me sens quand je le prends, comment je me sens quand je le prends pas, et éventuellement les effets indésirables aussi pour pouvoir en parler. Il y a aussi, donc, sous couvert de l'insight, la connaissance de soi et de ses symptômes. C'est la notion de je suis, les personnes qui peuvent arriver en consultation en disant de toute façon, je suis schizophrène, donc mes symptômes, moi, mon identité, c'est la même chose. Donc c'est reprendre un petit peu cette part d'introspection, une meilleure connaissance de son fonctionnement initial et d'identifier les symptômes quand ils sont précurseurs ou quand ils sont installés. Et puis la conscience de l'intérêt d'un suivi. Pourquoi je vais tous les mois voir mon psychiatre ou pourquoi je continue mon suivi en réhab, c'est que j'y vois un intérêt et que du coup un intérêt aussi dans l'identité, dans la meilleure connaissance de moi-même. Dernier facteur subjectif, l'internalisation de la stigmatisation, la tendance à s'appliquer à soi-même les préjugés négatifs en lien avec un stigma, un stéréotype. Alors on y est de plus en plus vigilant aussi dans nos accompagnements et il y a beaucoup de ressources. Le CREPSI fait partie des personnes, des ressources qu'on peut solliciter pour accompagner cette autostigmatisation parce qu'on voit qu'elle a beaucoup d'impact, notamment
sur l'estime de soi, et elle peut entraîner une auto-inhibition. Donc les personnes vont avoir tendance à se freiner elles-mêmes parce qu'elles ont internalisé un stéréotype en lien avec leurs troubles, en lien avec leur diagnostic. Donc elles vont se freiner dans leurs relations et dans les projets. Du coup, on vous a mis là encore quelques exemples d'éléments qu'on a pu entendre en consultation. Ce traitement me fait grossir, mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix, j'en ai pour toute ma vie. Donc c'est une perte de pouvoir d'agir, finalement, d'un fatalisme, de ce sera toujours comme ça, et il n'y a pas de possibilité d'agir dessus. Un autre exemple, depuis que j'ai eu mon diagnostic de trouble schizophrénique, je pourrais jamais me reprendre mon travail d'infographiste. Donc le diagnostic empêche complètement de reprendre l'activité initiale pour laquelle la personne avait été formée. Donc c'est là où elle s'est auto-inhibée. L'exemple que je disais tout à l'heure, c'est elle se retient elle-même de dire que mon diagnostic fait que je ne pourrai jamais travailler. Et puis un dernier exemple d'un monsieur qui me disait « Je préfère rester célibataire parce que les personnes bipolaires ne sont pas bien en couple ». C'était sa représentation qu'il avait internalisée. Tout ce qu'il voyait du coup à la télé comme reportage venait argumenter de manière supplémentaire cet élément-là. Et du coup, il s'interdisait de pouvoir vivre en couple du fait de son diagnostic de trouble bipolaire. Donc voilà pour les facteurs subjectifs. On voulait finir cette présentation un peu détaillée des principaux déterminants du handicap psychique avec un exemple de situation qui peut arriver quand même assez régulièrement. Une personne, un usager qui arrive en retard à un rendez-vous de consultation. Et du coup, on se rend compte souvent que ça active plein de représentations, autant de la part des soignants que de l'entourage. On entend parfois dans les couloirs, il ne fait pas d'efforts. De toute façon, à chaque fois, c'est pareil. Il met tout en échec. Il n'est pas motivé. Ce qu'on évoquait au tout début, le fait d'attribuer à son caractère plutôt que d'essayer d'aller questionner qu'est-ce qui peut générer ce retard. Du coup, on propose 3 hypothèses qui peuvent expliquer un retard. Ça peut être des troubles cognitifs, des difficultés de mémoire. Est-ce que la personne a pu enregistrer dans sa mémoire à long terme et se projeter sur ce rendez-vous? Est-ce qu'il a pu organiser, par exemple, son trajet pour venir jusqu'au rendez-vous? Est-ce qu'il y a eu un imprévu sur le chemin? Ou est-ce que il y a des difficultés de cognition sociale qui font que quand on a convenu du rendez-vous, il n'a pas forcément senti d'impératif de venir à ce rendez-vous. Une autre hypothèse, alors ça peut être en effet la motivation, mais la motivation en changement. Donc c'est quand on dit il n'est pas motivé, est-ce qu'on sous-entend qu'il n'a pas envie ou est-ce qu'on sous-entend qu'il ne s'en sent pas capable ou au contraire, comme on l'a vu dans la définition, qu'ils ne s'en sont pas prêts. Donc dans ces cas-là, c'est aussi d'aller questionner qu'est-ce qui motive la personne et d'aller un peu recouper avec les stades qu'on a vus tout à l'heure de motivation au changement. Et puis, une dernière hypothèse, c'est est-ce que ce retard serait dû à une internalisation de la stigmatisation, de passer la porte du centre médico-psychologique ou de passer la porte du service où il y a écrit psychiatrie. Ça peut entraîner un frein et la personne peut avoir du mal à s'envisager dans la salle d'attente, au contact de personnes qu'il ne connaît pas et avec les représentations que ça pourrait activer. Donc voilà 3 exemples, 3 hypothèses qui peuvent expliquer un retard et qui n'ont rien à voir finalement avec le tempérament de la personne, mais bien avec des facteurs qui vont aller créer des situations de handicap psychique. Le camembert pour terminer, pour réillustrer du coup que c'était l'ensemble des facteurs subjectifs et des troubles neurocognitifs qui vont déterminer les répercussions du handicap psychique dans la vie quotidienne. Et pour terminer cette présentation, finalement, comment accompagner en fait, en prenant en compte ces déterminants. Donc, on vous parlait au départ donc, des soins de réhabilitation psychosociale qui se déploient de plus en plus donc, sur la région, avec la labellisation de plus en plus de centres de proximité. Donc la réhabilitation psychosociale, ça repose sur l'idée que toute personne est capable d'évoluer vers un projet de vie choisi qui concerne donc différentes caractéristiques de la personne, que ce soit au niveau symptômes, traitements, au niveau fonctionnel donc du quotidien, les capacités cognitives, relationnelles,
un accompagnement aussi vers l'autonomie, et au niveau donc, social, donc l'intégration d'un logement, la gestion du budget, soutien et accompagnement à l'emploi, etc. Donc c'est que là, on vous a décrit des difficultés, parce que forcément, c'est toujours des difficultés qui amènent les personnes à consulter, mais ce qui est aussi propre de la réhabilitation psychosociale, c'est vraiment l'appui sur les compétences, les capacités préservées, les ressources de la personne qui vont être mises aussi en lumière dans le cadre de ces consultations, parce qu'elles vont être importantes pour la personne de les connaître pour pallier au mieux donc, les difficultés rapportées dans la vie de tous les jours. Donc, quelle cible de réhabilitation psychosociale donc, pour les déterminants du handicap psychique, à savoir les facteurs subjectifs, les troubles neurocognitifs. Donc, la première phase dans les parcours de soins, c'est une phase d'évaluation. Donc, plusieurs évaluations. Donc, l'évaluation neuropsychologique, donc on pratique régulièrement, qui vont permettre donc de faire un point sur le fonctionnement, que ce soit au niveau des cognitions froides, des cognitions sociales. Et ces différents rendez-vous nous permettent déjà aussi d'avoir un petit avis sur certains facteurs subjectifs, comme les compétences de métacognition et la motivation de la personne pour les soins. Et ces évaluations neuropsychologiques sont couplées aussi également à des évaluations fonctionnelles qui sont réalisées par nos collègues infirmiers, donc qui évaluent également certains facteurs subjectifs comme la motivation, l'insight, l'internalisation de la stigmatisation, mais qui permet également une évaluation des ressources et des besoins de la personne via, donc là on vous a mis les exemples d'outils AERS et l'ADEB, qui sont des médiations intéressantes qui passent à partir de cartes qui permettent du coup à la personne de pouvoir s'exprimer à partir de cette médiation-là. Donc des formations qui sont également proposées par le CREPSI. À l'issue de ces évaluations, nous prenons un temps important en fait pour les restitutions. C'est qu'on a ce temps-là qui est très important pour les personnes, comme ils ont, notamment en neuropsychologie, vécu entre parfois 6 heures à 8 heures de tests en fait, qui évaluent toutes ces compétences, tous ces domaines. Il nous semble primordial de prendre le temps de restituer en détail le pourquoi de tout ce qui a été proposé. Donc c'est vraiment des temps qu'on a pu remarquer dans la pratique qui sont vraiment, qui amènent beaucoup de satisfaction de la part des usagers, d'avoir une transparence sur ce qui est proposé et qui permettent des éléments de compréhension en fait, de leur fonctionnement, de se rendre compte de leurs compétences et parfois peut-être minimiser peut-être les plaintes de départ, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont énormément de compétences et que finalement, il y a beaucoup de choses qu'ils ont réussi en évaluation, alors qu'ils s'attendaient peut-être à avoir que des difficultés. Donc ces objectifs donc, de restitution, donc, comme je vous le disais, ça va être de s'approprier son fonctionnement, de favoriser l'empowerment et l'autodétermination, donc qui sont des dimensions qui vont amener vers le rétablissement, permettre une meilleure connaissance de soi, donc que ce soit au niveau cognitif, mais comme on le disait au départ, aussi au niveau psycho-affectif, vraiment un ensemble de dimensions. Donc développer la métacognition et la motivation, donc on se permet de radoter encore, mais qui sont des facteurs subjectifs. Donc s'ils se développent, c'est aussi des leviers vers le rétablissement. Et ouvrir donc vers un premier choix éclairé aussi dans la proposition et les perspectives de soins. Et là, on a mis en exemple en fait, des profils neuropsychologiques qui sont co-construits avec les personnes. C'est-à-dire que ce sont les personnes en fait, qui rédigent leur profil avec leurs propres mots. Et nous, on les accompagne, on les guide juste pour les termes, pour essayer de vulgariser au plus possible. Et rapidement, donc, à ces différentes dimensions peuvent être proposés des soins ou des outils en fait, spécifiques. Si la demande de la personne est axée sur les troubles cognitifs, donc des soins de remédiation cognitive existent. Si c'est plutôt une mauvaise compréhension de la maladie, l'éducation thérapeutique de la personne peut être proposée. Si c'est plutôt des difficultés d'isolement ou de difficultés à vivre seul qui priment dans le discours de la personne, il y a des entraînements des compétences sociales qui peuvent être proposés. Ce sont des ateliers de groupe ou un renforcement de l'autonomie. Je pense notamment aux équipes du médico-social qui interviennent énormément directement sur le terrain, dans les logements et auprès de la personne, notamment pour le transfert de ce qui est appris en consultation dans la vie quotidienne.
Et si les difficultés sont plus rapidées en ce qui concerne le travail, le soutien à l'emploi et bien sûr la prise en compte de l'entourage et des familles, avec donc le soutien des familles et différents programmes qui existent, notamment je pense à Profamille dans ce contexte-là. Et du coup, finalement, là encore, on voit que dans l'éducation thérapeutique, on parle de mauvaise compréhension de la maladie sur la diapo, mais on va aller chercher à travailler aussi à développer l'insight, certains aspects aussi d'internalisation de la stigmatisation. Dans les entraînements aux habiletés sociales, il y a aussi des programmes spécifiques qui ont centré sur la levée de l'autostigmatisation avec un travail autour du dévoilement. Donc là encore, finalement, dans la co-construction du projet personnalisé, les déterminants du handicap psychique qu'on évoquait sont aussi des cibles qu'on reprend dans les propositions de soins. On en arrive du coup à notre conclusion. Donc, cette présentation avait pour but de vous sensibiliser aux déterminants du handicap psychique, comme on a vu, qui sont les troubles cognitifs, mémoire, attention, capacité d'adaptation, mais aussi les cognitions sociales, reconnaissance des émotions, etc. Et puis les facteurs subjectifs, motivation, insight, métacognition, internalisation, de la stigmatisation. Et donc ce sont des cibles qui peuvent être accompagnées en réhabilitation psychosociale orientée rétablissement. Il est donc possible d'agir dessus et de permettre aux personnes de lever ces obstacles pour leur permettre de se projeter dans l'avenir et dans la réalisation de leurs projets vers une vie pleine et entière. Nous espérons avoir réussi à vous rendre sensible à ce que pouvaient être les déterminants du handicap psychique pour vous permettre de questionner leur présence dans certaines situations, dans votre quotidien professionnel et aussi en tant qu'usager, et de pouvoir du coup orienter l'accompagnement en ce sens si besoin. Merci de votre attention. On a un petit temps de questions, c'est ça, il me semble, un quart d'heure. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous essaierons d'y répondre. Bonjour et merci pour votre présentation. Je me demandais, parce que vous avez parlé du coup des symptômes négatifs, et je me demandais comment vous appréhendez les symptômes positifs en termes de retentissement sur le quotidien des personnes. Bah pour le coup, ils ne sont pas présents, les symptômes positifs sur le graphique, parce qu'ils n'ont pas de conséquences et de retentissement. Ce ne sont pas des facteurs de handicap psychique, finalement, les symptômes négatifs. Plutôt les symptômes positifs... Pardon, je renverse. On reprend. Donc les symptômes positifs ne sont pas considérés comme déterminants du handicap psychique. Les symptômes négatifs le sont à petite part. Et comme on peut considérer que dans les symptômes négatifs, il y a des éléments en lien avec la motivation, il y a des éléments qui peuvent être en lien aussi avec un syndrome frontal, du coup avec des éléments cognitifs. Donc on peut accéder aux symptômes négatifs aussi par le biais des éléments qu'on a évoqués là. Mais les symptômes positifs, finalement, ils ne créent pas de handicap psychique. Mais juste pour compléter ce que tu dis par rapport aux symptômes positifs, c'est vrai que si c'est ce qui est rapporté en consultation, ils peuvent parfois un petit peu prendre plus de place parce qu'il y a des troubles de cognition sociale sous-jacents qui vont venir du coup faire exprimer le symptôme encore plus. Mais du coup finalement c'est peut-être le trouble de cognition sociale qui est sous-jacent, qui va plus déterminer du coup l'impact dans la vie de tous les jours. Je demandais aussi juste une autre question par rapport au profil que vous construisez avec la personne. Donc c'est un outil que vous utilisez par la suite, par exemple pour faire de la restructuration cognitive? Alors, pas forcément. En fait, c'est vraiment que l'idée, les personnes, quand ils vont sortir de leur parcours d'évaluation, ils ont ce document qu'ils ont co-construit avec nous. Et du coup, c'est un document qui leur permet vraiment de bien comprendre en fait, tout ce qui est ressorti des évaluations et qu'ils peuvent garder sur eux et aussi ressortir lors d'autres contextes s'ils veulent l'expliquer à leur entourage ou à un autre professionnel de santé, etc. C'est vraiment une sorte de photographie du fonctionnement à un moment donné. Merci beaucoup. Pour ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de chance en neuropsychologie, c'est très très... Vous avez raison de le souligner. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est pour ça aussi que dans les temps de restitution, en fait,
on reprend la vie de tous les jours, en fait. On fait le lien à la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'expliquer que tel exercice, ça peut permettre d'aller voir tel mécanisme, qu'on essaie de rendre accessible, bien sûr, et on fait le lien avec la vie, on permet à la personne de faire le lien avec la vie de tous les jours, pour que ce soit concret, bien sûr. Le but, c'est pas de faire un document où nous, on colle notre jargon, et puis la personne sort avec. Là, c'est vraiment co-construit, dans le sens où nous, on fait l'effort, donc j'espère qu'on a pu peut le faire ce matin, mais c'est vrai que certains termes restent techniques. Mais on fait l'effort de changer notre jargon et de vulgariser, et surtout de faire le lien à la vie quotidienne, parce qu'en fait, c'est ça qui va permettre à la personne de comprendre son fonctionnement et de se l'approprier. Mais c'est vrai que c'est fort en jargon. On est d'accord avec vous, c'est fort jargonnant et c'est un challenge pour nous aussi de le simplifier de plus en plus. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'imagine que l'intervention, même si elle était complexe avec certains termes, était cependant claire, puisqu'il n'y a pas de questions. En tous les cas, vous aurez l'occasion de pouvoir prolonger les échanges éventuellement ce midi avec Sylvain et Émilie. Moi, je voulais vous remercier parce que même effectivement, s'il y a des termes complexes, les bulles que vous nous avez indiquées là à l'écran nous permettent aussi finalement de mieux comprendre en tant que professionnels que parfois la non-demande, la difficulté à ne pas faire, c'est pas la faute de la personne ou c'est pas parce qu'elle veut nous ennuyer, c'est bien parce qu'elle est en incapacité de le faire. Et au final, nous on parle aussi au CREPSI Hauts-de-France de souffrance, parce que c'est une souffrance qui ne se voit pas et c'est une souffrance pour lesquelles, enfin, nous aussi en tant que professionnels parfois on peut faire des raccourcis rapides et du coup contribuer à l'empêchement de la personne d'aller vers et d'entamer un processus vers sa motivation. Alors je ne sais pas si j'ai coupé la parole, il y a des questions. Ah bah, très bien, super. Je vous remercie de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, Mathieu du GAPAS, je suis éducateur au SAVS. Et donc j'avais une question, je voulais avoir un peu votre regard sur... donc déjà merci pour cette présentation qui est très complète. Je pense que je ferai bientôt appel à vous pour pas mal de choses. Mais voilà, j'avais une question sur le coaching. Justement, en termes d'accompagnement sur les troubles cognitifs, est-ce que vous avez un regard ou votre avis sur... du coup, c'est plutôt complémentaire, mais est-ce que ça peut être positif? Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Donc, c'est bien compris, l'avis sur le coaching ou la façon dont on va accompagner les personnes pour qu'ils s'approprient leur profil? Pour être sûr que j'ai bien compris la question. Oui, du coup, c'est des personnes qui souhaiteraient faire appel à du coaching individuel pour justement remédier à un manque de confiance en elles, un objectif bien précis. Et donc, ça se fait sur 5 séances renouvelables, mais donc individuelles, quoi. Après, je pense que si la personne peut exprimer sa demande précisément, si elle a été accompagnée, je ne sais pas, est-ce qu'elle est passée par une phase aussi d'évaluation qui lui permet d'avoir déjà des éléments de compréhension. Après, je pense que si la personne exprime une demande claire, spécifique et pas trop globale... Mais après, j'ai pas forcément, moi, beaucoup d'expérience en fait avec des professionnels du coaching. Donc, je ne vais pas m'aventurer plus loin dans la réponse. Je ne sais pas si j'ai apporté des éléments déjà. Je pense que c'est la demande en fait qui me semble primordiale au départ. Ouais. Je trouvais qu'il y avait aussi des ressemblances sur la médiation cognitive dont vous parliez. C'est-à-dire se baser sur les expériences positives de la personne, les ressources, les compétences, etc. C'est un peu la démarche du coaching et j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes avec votre approche également. D'ailleurs, parfois dans les évaluations, il y a peut-être beaucoup plus de difficultés qui vont ressortir, mais on essaie vraiment de les traduire aussi en compétences. L'idée, c'est que dans le profil cognitif, l'aspect des forces et des ressources prime toujours. Donc peut-être que ce sera avec d'autres éléments qui ne sont pas forcément cognitifs
Par exemple, les personnes qui sont à l'aise socialement, qui ont le sens de l'humour, etc. C'est des choses qu'on va rajouter dans les profils aussi pour faire gonfler toutes ces ressources qui sont importantes de souligner. Je Merci. rajouterais juste, du coup, oui, la question de la demande, c'est la question de la motivation, comme on disait là. En fait, si la personne fait la demande, c'est qu'elle est motivée pour. Du coup, c'est un gage d'engagement et d'investissement dans l'accompagnement du coaching. Après, la remédiation cognitive, c'est la personne, elle va chercher par elle-même ses propres stratégies. Ce qui, moi, dans ma représentation, en tout cas du coaching, où le coach ou l'intervenant peut être très actif, à l'inverse, en remédiation cognitive, le thérapeute va être très passif, ou en tout cas va être facilitateur, pour que la personne trouve par elle-même ses stratégies, plutôt que lui donner des stratégies qu'elle doit appliquer. Donc dans la posture, finalement, en fait, en remédiation cognitive, on va aller vraiment, ce qu'on disait, solliciter la métacognition à 100% pour que la personne expérimente et trouve par elle-même. Donc voilà, il y a des situations où le coaching en remédiation cognitive, c'est pas tout à fait la posture qu'on adopte, mais dans d'autres aspects, le coaching peut probablement avoir un intérêt, surtout si la motivation de la personne est complète et qu'elle a formulé la demande. Bonjour. Marie-Charlotte Caron, chef de service au SAMSA Handicap Upsy TSA à Bruay-sur-l'Escaut pour la PEI de Valenciennes. C'était plus au... Bon, allez-y. Bonjour. C'était plus au niveau de quelle échelle vous utilisiez pour évaluer tout ce qui est internalisation de la stigmatisation. Donc nous, dans le cadre des bilans fonctionnels qui sont proposés par nos collègues infirmiers, c'est notamment un questionnaire qui s'appelle l'ISMI, principalement. Bon, après, parfois, on se questionne un peu parce qu'il y a des termes qui sont quand même assez lourds, mais c'est celle-là qu'on utilise pour l'instant dans les bilans fonctionnels. Et on essaie d'ailleurs en équipe régulièrement de revoir un peu les échelles. Est-ce que finalement elles ont toujours une pertinence? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils qui existent? On essaie vraiment de s'actualiser. Mais voilà, c'est plutôt l'ISMI et aussi cliniquement ce qui peut être dit dans le discours. J'avais une question sur l'intérêt d'intervenir. C'est moi. Ici. Ici. Parce que le son vient de Wow. S'il y avait donc un intérêt à intervenir très tôt dans le parcours de la personne, et par ailleurs, s'il y avait des délais d'attente pour entrer dans les centres de réhabilitation psychosociale. Sujet sensible. Oui, donc il y a de l'attente. Il y a de l'attente. Après, on nous demande souvent forcément des durées, parce que les personnes, mais c'est très délicat. Parce qu'il y a des personnes pour qui, ne serait-ce que l'évaluation plus la restitution, finalement, en ayant ces éléments de compréhension, ils vont se dire, finalement, ça a répondu à ma demande, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc là, ça peut aller assez vite. Mais il y a des personnes pour qui c'est des parcours aussi beaucoup plus longs d'évaluation. Donc c'est très, très variable. Puis ça dépend des centres de proximité finalement. Il y a des centres de proximité qui viennent d'ouvrir et qui ont une équipe qui est au taquet et qui du coup sont dans la phase de sensibilisation, de diffusion pour que... Donc ça, nous, on tourne déjà depuis quelques temps et c'est vrai qu'on a un peu plus d'attente, autant sur le service du CHU que sur la MGEN, mais les nouveaux centres de proximité, il y a des équipes jeunes et dynamiques qui sont au taquet et qui n'ont pas, je pense pas encore trop d'attente. Donc c'est le moment d'y aller. Après, sur l'intervention précoce dans le parcours, oui, bien sûr. Alors, on ne fait pas les mêmes choses. C'est-à-dire que je pense notamment au bilan fonctionnel. On ne va pas utiliser les mêmes outils. On ne va pas parler d'insight de la même façon à une personne qui vient de faire un premier épisode psychotique ou à une personne qui a un parcours déjà dans son trouble psychique. On ne va pas le questionner de la même façon, mais on va quand même rester vigilant à la motivation plus sur les parcours pour les personnes qui dans les psychoses émergentes notamment. Donc motivation toujours, internalisation de la stigmatisation, on n'utilisera pas l'ISMI, mais on sera vigilant dans les entretiens qu'on pourra faire en équipe. Et globalement, on a les mêmes cibles finalement, mais on ne va peut-être pas les approcher de la même façon, en effet, sur les parcours précoces. Alors, nous allons prendre les 2 dernières questions. Laurence, c'est à toi, et puis il y a un monsieur qui souhaite encore prendre la parole.
Laurence Trouillet, je suis déléguée départementale de l'association UNAFAM. Je voulais juste poser une question sur sur le parcours de soins. Est-ce que vous pouvez justement proposer la remédiation cognitive plusieurs fois? Et combien de fois? Autant de fois que possible? Ou voilà, c'était à la demande de la personne. Et si vous voyez, vous, peut-être que c'est nécessaire à ce moment-là? Oui, c'est possible. En fait, des fois, des personnes sortent d'un parcours de soins, ils se disaient à un moment donné qu'ils ont découvert des outils, des compétences et ils s'arrêtent. Mais les gens parfois rappellent parce qu'ils ont besoin de renforcer certaines connaissances qu'elles ont lors des premiers parcours, ou alors s'il y a une autre demande qui est apparue. C'est tout à fait possible, clairement. Vu qu'on va se concentrer sur un objectif précis de vie quotidienne pour la personne quand on va l'accompagner sur la remédiation cognitive, l'objectif peut après être atteint et puis évoluer ou la demande évoluer. Donc oui, tout à fait. C'est le psychiatre qui observe qu'il y a besoin à ce moment-là sur le parcours de reproposer pour renforcer les connaissances. Ou la personne qui le demande, ou la personne qui peut revenir nous solliciter et dire que à nouveau elle est en demande et on peut réajuster. Alors on refera peut-être pas un bilan neuropsychologique, mais on va réajuster par rapport à sa demande son objectif nouveau et voir ce qu'on peut proposer. Merci. Bonjour, merci pour votre intervention qui était tout à fait effectivement intéressante. Moi, j'ai une expérience qui est longue, 35 ans effectivement de carrière en ESAT, dans un établissement qui est assez important parce qu'on accueillait effectivement, on prenait en termes de travailleurs handicapés 200 travailleurs handicapés, avec un seul présentant effectivement un autisme. Et j'ai aussi une expérience effectivement de création et de vécu de 35 ans également aussi dans un établissement spécialisé pour l'accueil d'enfants, d'adultes, adolescents également aussi, autistes ou psychotiques. Alors, votre parcours est tout à fait intéressant. Bon, si je reprends effectivement votre terme, le rétablissement, bon, c'est un idéal, je dirais là, pour la majorité effectivement des gens. J'aurais bien voulu entendre également aussi le rapport au traitement, hein, et le rapport au traitement lourd. Je pense à des neuroleptiques également aussi, et sur le long terme. Bon, hein, on dit souvent qu'une personne atteinte de certains types de schizophrénie doit prendre effectivement un traitement à vie. Bon. D'aucuns peuvent tout à fait effectivement le comprendre et d'autres, quand ils se sentent en dehors effectivement de moments pouvant être effectivement délirants, bon, se sentant bien, interrompre volontairement effectivement d'une manière tout à fait compliquée le traitement avec une décompensation effectivement qui est tout à fait terrible. Alors quel est éventuellement votre regard et votre expérience par rapport à ces éléments-là, s'il vous plaît? En fait, alors, la question du traitement à vie ou pas, ce n'est pas nous qui allons y répondre. La question, c'est, comme l'évoquait Sylvain, notamment après les phases d'évaluation, au moment des restitutions, c'est de pouvoir amener la personne à un choix éclairé, c'est-à-dire de ne pas se retrouver dans une fatalité. Quand on dit traitement à vie, si on le dit à une personne qui a 18 ans, une personne qui a 50 ans, ce qui compte, c'est pas forcément que ce soit vrai. Il y a des gens qui vont avoir un traitement à vie, mais est-ce que c'est forcément une fatalité? Et est-ce que je peux avoir la possibilité d'en parler avec mon médecin, de pouvoir avoir un choix éclairé quand il s'agit de faire le point sur comment je vis avec mon traitement? Donc c'est pouvoir se poser la question, comment je vis avec mon traitement? Donc en fait, dans l'insight, par exemple, dans les facteurs subjectifs et dans les soins qu'on va pouvoir proposer ou les accompagnements qu'on va pouvoir proposer en lien avec les facteurs subjectifs, c'est aussi pour permettre à la personne, grâce à ses ressources, de pouvoir gérer son traitement et ne pas subir avec fatalité son traitement. Je sais pas si ça répond à votre question. Émilie et Sylvain, on vous remercie. On va peut-être tenir le timing. Je vous prie de nous en excuser, mais voilà, je joue aussi le rôle de gardienne du temps. Donc, on va passer à l'intervention suivante. Et après votre présentation, on a bien vu l'intérêt et de toute façon les soins qui sont incontournables dans le champ du handicap psychique. Et au-delà de ces soins, l'importance aussi de l'accompagnement. Et c'est aussi des actions qui vont nous être présentées là, dans le cadre des projets territoriaux de santé mentale par les 7
coordinateur sur 8, et je prie d'excuser Madame Béagel, coordinatrice du projet territorial santé mentale de la Somme, qui a eu un imprévu avant-hier et qui ne peut être parmi nous pour cette session. Je les remercie parce qu'ils ont tous travaillé ensemble et pas chacun dans leur coin.